Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous et bonjour à toutes, chers auditeurs et auditrices, on se retrouve pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Vous en avez l'habitude, chaque semaine, on vous parle d'oiseaux et de nos découvertes dans le monde des oiseaux. Comment ça va Sophie ? Bah écoute, ça va très bien, une semaine un petit peu chargée, mais ma foi, il y en a comme ça. Et toi, comment ça va ? Ouais, tu m'étonnes. Ça va, semaine aussi assez chargée pour moi, là je vais pouvoir me reposer un petit peu. Ouais. Et profiter un petit peu de repos bien mérité. Tu vas lire un peu sur les oiseaux du coup, hein, parce que bon. Et lire un peu sur les oiseaux, effectivement. Je sais pas qu'est-ce que je. C'est vrai que j'ai 2-3 livres à rattraper, donc ce sera peut-être l'occasion de. Ah ouais. Ce sera peut-être l'occasion de les rattraper. Faudra en parler d'ailleurs. Bah, et si j'ai des choses intéressantes à dire, oui, j'en parlerai évidemment dans le courrier de la Sterne, bien sûr. Oui, des petits conseils lecture, mais ça pourrait être bien. Effectivement, mais je vais pas parler aujourd'hui de livres, je vais parler de sites internet pour le coup, et ce sera en lien avec une petite découverte qui a été réalisée en 2022. On va avoir l'occasion d'y revenir. Et toi, tu nous parles de quoi ? Tu nous parles de chenilles, c'est ça ? Oui, mais pour changer des oiseaux, hein, parce que qu'est-ce que tu veux, il y a d'autres bestioles dans le monde aussi, même si j'aime beaucoup les oiseaux. Faut croire, ouais. On va renommer du coup le courrier de la Sterne en courrier animal. Hein. Eh ben oui, on peut le renommer en courrier des noctuels, par exemple, vu que c'est de ces papillons-là qu'on va parler. Eh ben, si tu veux te lancer sur le sujet, vas-y. Allez. Donc, on va parler de noctuels aujourd'hui, qui font partie donc de la famille des noctuidés, qui sont des papillons de nuit. Alors donc c'est ceux que vous allez voir qui sont particulièrement camouflés, que vous voyez généralement sur les troncs, là, bien camouflés, des couleurs bien grises, bien ternes. Donc ça c'est vos papillons de nuit, hein. C'est différent des papillons de jour qui eux vont avoir des ailes un peu différentes, généralement beaucoup plus colorées, et souvent les papillons de nuit aussi ils ont des petites... vous savez, des sortes de petites touffes au bout des antennes, là c'est tout plumeux, c'est tout dufteux, c'est très mignon. Moi j'aime beaucoup. Et alors ces noctuels, ils ont un petit problème, parce que vu qu'on a beaucoup de lumière dans nos villes, on illumine nos rues, on illumine nos porches, on illumine la nuit avec nos phares de voiture, et ces noctuels qui de base étaient bien cachés dans la nuit, bien sombres, qui avaient donc des couleurs pour se fondre dans la nuit, et avec nos lumières qui illuminent un petit peu tout l'environnement plein pot, elles se font repérer beaucoup plus facilement par leurs prédateurs, et notamment par les oiseaux, des petits oiseaux qui les chassent un peu dans la soirée, voire en début de matinée. Et c'est un problème parce que nous avons beaucoup plus de prédation sur ces animaux. Et alors, pour étudier ça, les scientifiques, ils ont fait des petits modèles en pâte, alors je ne sais pas si c'est de la pâte Fimo, mais ça ressemble beaucoup à de la pâte Fimo, d'après l'illustration que j'en ai. Ils ont fait des petits modèles de chenilles, de noctuels, qu'ils ont placés dans différents endroits. Donc ils en ont placé dans des forêts, hein, dans les endroits où ils sont naturellement, des endroits plus naturels du coup, et puis ils en ont placé dans des endroits qui ressemblent à des villes où la luminosité ambiante serait similaire à celle d'une rue dans une ville. Donc c'est une expérience faite à l'état sauvage du coup ? Alors dans la nature oui, et sur différents sites, donc des sites qui sont illuminés, et des sites dans la nature qui ne sont pas illuminés, qui sont laissés sous la lumière de la lune, tout à fait normalement. Oui, pour le témoin de l'expérience. Exactement, comme ça ils ont pu compter, ils ont fait exactement 552 chenilles dans cette pâte Fimo, et ils les ont mis sur des feuilles, sur des petits bouts d'arbres, ce genre de choses, et ils ont regardé lesquels se faisaient prédater. Alors c'est très simple, avec cette sorte d'argile qui est très malléable en fait, de voir si l'animal a essayé si quelque chose a essayé de venir manger l'animal, parce que vous voyez les petits coups de bec qui vont se mettre dans l'argile. Et donc on peut tout à fait dire, voilà, ça vient d'un oiseau, ça c'est une autre bestiole qui a essayé de prédater, donc on va pas le compter. Et sur ces petits modèles qu'ils ont mis un peu partout, ils ont remarqué qu'en fait, les taux de prédation étaient 27 fois supérieurs dans les lieux qui étaient illuminés, comparé aux lieux c'est beaucoup. Qui ne l'étaient pas. Donc ça vous donne une idée de la quantité de prédation qui peut se faire dans des lieux comme les villes, ou voire juste à la lisière des villes, là où ces animaux vont peut-être se reproduire plus facilement, hein, parce qu'il leur faut quand même des arbres, des feuilles, ce genre de choses, hein, c'est des animaux qui mangent des plantes. Et donc ça vous donne une idée du problème. Effectivement, et donc il y a 27% de prédation
plus importante donc, dans ces lieux illuminés que dans les lieux qui ne le sont pas. Et donc c'est un gros problème, parce que quand on fait de la conservation animale, on essaie de préserver un peu tous les étages de cette biodiversité, et on essaie aussi de préserver les animaux qui vont servir de nourriture à d'autres, notamment aux oiseaux. Parce que si vous n'avez pas la nourriture pour les animaux que vous essayez de préserver, donc en l'occurrence certains oiseaux par exemple, et ben vous ne pouvez pas préserver l'espèce vu qu'ils n'arriveront pas à survivre par manque de nourriture, tout simplement. Voilà, donc j'ai trouvé l'article assez intéressant. Donc c'est encore en faveur de la réduction de la quantité d'éclairage qu'on peut avoir pendant la nuit dans nos villes, dans nos cités, parce que effectivement cette pollution, c'est de la pollution, la lumière, cette pollution lumineuse a des impacts certains sur le monde vivant autour de nous, et il faudrait qu'un de ces jours on en tienne compte. Ça serait bien. On commence. Moi, personnellement, dans ma ville, ils ont réduit l'éclairage de 30%. Certaines zones sont en expérimentation pour des éclairages réduits de 70%. Ah oui, quand même. Donc, il y a même des zones qui sont totalement éteintes, d'ailleurs. Alors, pas dans ma ville, mais dans certaines communes à proximité, on a effectivement des zones qui sont totalement éteinte la nuit. Donc voilà, ça se fait progressivement, ça se fait assez lentement, mais ça se fait progressivement. Il y a le jour de la nuit qui a été lancé, alors je sais pas si c'est une initiative qui est récente ou pas, mais qui est en octobre en France, où les villes, les communes, les agglomérations sont invitées à réduire ou à couper complètement leurs sources lumineuses pendant une nuit, et à redécouvrir un petit peu le monde de la nuit, comment dire, effrayant, comme on le caractérise souvent. Avec des monstres. Parce que c'est ça qui fait surtout peur aux gens, c'est le fait effectivement que la lumière rassure. Il y a l'argument de sécurité, notamment dans les grandes villes, qui fait sens vis-à-vis de ça, parce que des lieux éclairés sont beaucoup plus rassurants que des lieux qui ne le sont pas. Donc voilà, c'est toute une gymnastique à faire, mais je pense qu'on commence à aller un petit peu dans la bonne direction. Donc faut encourager ce genre de choses. Oui, c'est sûr. Faut essayer. On a aussi les problèmes avec les oiseaux migrateurs et la lumière, par exemple, des villes qui peut un peu les déstabiliser, les déranger, ils s'y perdent. Alors moi j'étais tombé sur une étude, alors je sais plus du tout, j'avais lu ça dans un livre, qui disait que la lumière des villes était maintenant tellement admise dans les routes migratoires des oiseaux que ceux-ci s'en servaient comme justement repérage, comme c'est le cas des forêts, comme c'est le cas des massifs montagneux. D'accord. Donc c'est assez intéressant de lire ça. Alors je sais plus du tout, je l'ai lu. Ça fait très longtemps que je connais cette anecdote, qui, ça se trouve, est fausse. Faudrait vérifier l'info, mais voilà, en tout cas, c'est posé. Et il disait voilà, que comme les villes maintenant étaient très éclairées et autres, les oiseaux qui naviguent de nuit utilisent aussi la lumière des villes pour pouvoir se repérer. Et c'est très pratique, notamment lorsqu'il y a des nuages ou ce genre de choses-là, que le temps n'est pas forcément clément, d'avoir ces sources lumineuses pour pouvoir se repérer. Donc c'est problématique, mais dans un autre sens, visiblement, ça en aide aussi certains, donc c'est toujours un peu la complication de se dire on fait ça, c'est pas bien, mais en même temps en faisant des recherches on trouve certains bénéfices, donc c'est évidemment à creuser, mais il y a du pour et du contre, c'est clair. Mais après il y avait aussi d'autres soucis, voilà, c'est plus au niveau des insectes, mais tout ce qui est vers luisant par exemple, lucioles, ce genre d'animaux qui ont besoin qui produisent leur propre lumière et qui du coup sont un peu qui ont des petits problèmes avec notre éclairage public, parce que la lumière de l'éclairage public étant vachement supérieure à celle qu'ils peuvent produire eux, c'est une concurrence déloyale, j'ai envie de dire. Est-ce que moi j'avais des chauves-souris à ma résidence universitaire qui venaient près des spots de lumière. Et elle faisait un festin d'insectes, parce que les insectes étant attirés par la lumière. Ça m'étonne pas trop. Elle le savait. Moi, à 11h30 du soir, j'étais là à les regarder dehors, en train de becqueter les insectes qui passaient. Donc, c'était de la pipistrelle, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais, c'est toujours joli à voir, c'est sûr. Mais voilà, c'est
Donc il y a aussi, après les animaux s'adaptent hein, forcément avec tout ce qui arrive. On a donc voilà, ça fait partie de ces nombreuses adaptations que ces derniers ont développées. Exactement. Moi, c'est super intéressant. Il faut voir que je me documente sur cette histoire de voie de migration aidée par les lumières des villes. Ça, je ne connaissais pas. C'est gentil, je vais aller regarder. Oui, ça se trouve, c'est totalement faux. Ça se trouve, ça a été complètement démonté, mais j'avais lu ça. Donc, c'est toujours intéressant. C'est des choses que je retiens. Que je retiens. Bon alors, et toi du coup, est-ce que tu as un sujet moi cette je vais semaine? pas parler de papillons qui disparaissent, je vais parler d'oiseaux qui disparaissent pour changer un peu. Ah mince. Je vais parler d'oiseaux qui disparaissent avec un oiseau qu'on avait redécouvert, donc c'est donc un colibri. Alors son nom c'est pas colibri, ça peut vous rassurer. D'accord. Son nom c'est le Campyloptère de Santa Marta. Oula. Donc ça fait partie de la famille des colibris. Il n'est pas nommé colibri en français, mais il est nommé colibri en anglais. Il est en Colombie. Santa Marta est une petite province de la Colombie. C'est pas très loin d'ailleurs de la ville du même nom. Et il y a un parc donc pas très loin, le parc Terrona, si je dis pas de bêtises, qui se situe pas très loin de la ville de Santa Marta. Et c'est là qu'on trouve ce colibri, qui avait été donc vu en 2010 et qui a été revu du coup en 2022. Un colibri donc qui n'a été vu que 2 fois sur les 13 dernières années, qui est considéré en danger critique d'extinction, bien évidemment. Tu m'étonnes. Parce que tout simplement, on n'arrive tout simplement pas à le trouver. Mais c'est pas le seul, parce qu'il y a une liste qui a été établie par l'association Rewild, qui est une association qui a pour but finalement de conserver ces espèces menacées, et qui avait fait la liste des 10 oiseaux les plus recherchés au monde, donc pas les 10 plus rares, pas ceux qui sont les plus en voie d'extinction, parce qu'il y en a qui sont effectivement moins bien embarqués que ces 10-là, mais qui sont les plus rares à voir à l'état sauvage, et donc ils avaient établi une petite liste. Donc je l'ai dit, il y a notre fameux oiseau de Santa Marta, notre fameux colibri de Santa Marta, le Campyloptère de Santa Marta, qui est présent dans la liste. Ouais, c'est très joli nom. On a le glaucope cendré, qui est un oiseau tout noir avec une petite petit appendice orange en dessous de la gorge. C'est des caroncules, je crois, si je dis pas de bêtises. Exactement, oui. Qui est un oiseau originaire de Nouvelle-Zélande. On a aussi le towhee de Terre-Bas, qui est lui un oiseau qu'on voit au Pérou. C'est bien, on fait un tour du monde. En plus, c'est le Global Big Day aujourd'hui, donc du coup, ça fait l'occasion de voir quelques oiseaux. Donc le towhee de Terre-Bas, qui est un petit passereau avec une petite calotte, donc un dessus de la tête qui est marron, et un ventre qui est plutôt jaune. On a le bec en croc de Cuba, qui est un rapace qui s'appelle Cuban Kite, et qui, moi, me fait énormément penser à un coucou quand je le vois. Je t'inviterai à voir des images, mais je trouve qu'au niveau du plumage, il y a vraiment une ressemblance avec le coucou. Donc voilà, le bec en croc de Cuba, qui fait partie aussi de ces oiseaux, on va dire, difficiles à voir. L'engoulevent de Prigogine, qui lui habitait... Alors, les informations, c'est, je crois... Congo, Nord-Congo, si je dis pas de bêtises, ou Est-Congo, je sais plus, mais qui lui donc du coup habite en Afrique, et qu'on retrouvait aussi, donc qui fait partie de la famille des engoulevents, donc des oiseaux qui se posent au sol et qui imitent les mobylettes. Et puis qui hibernent un peu aussi. Ouais, qui hiberne, plus ou moins, mettons... c'est plus de la torpeur apparemment. C'est ça. Que de l'hibernation. Le courvide de Gerdon, qui est un espèce de petit glaréole.
Donc un petit échassier qui vit, je crois, qui vit où du coup, ce petit oiseau là, je sais plus du tout, je l'ai plus noté dans mes fiches. Bref, en tout cas le cours vite de Gerdon. On a le petit lot de Ripley qui lui vit aux îles de Negro. Qui sont des îles qui sont situées en Inde, dans l'océan Indien, si je dis pas de bêtises. Je referai une petite vérification. Ouais. Je ne sais jamais, je peux peut-être vous dire des bêtises. Et enfin, on a le tétraka sombre, qui est une espèce de petit passereau qui lui apparaît, qui lui est présent à Madagascar. Et qui, pour la petite anecdote, avait été redécouvert également en 2002. Qui lui a été redécouvert en 2022, pardon, pas en 2022, ouais. par une expédition. On en avait, alors je sais plus si on avait parlé de cet oiseau-là à l'époque dans le Courrier de la Sterne saison 1, mais on avait parlé en tout cas de certains oiseaux qui avaient été redécouverts, et donc il fait partie de cette liste-là, et il a été justement redécouvert en 2022. Évidemment, il y a d'autres oiseaux qui sont menacés, il y en a plein qu'on évoquera et qu'on évoque au hasard, le Strigops kakapo par exemple de Nouvelle-Zélande. Ah bah oui. Mais là, on est vraiment sur des oiseaux qu'on a du mal à conserver, tout simplement parce qu'on a du mal à les trouver à l'état sauvage. Et donc, on a souvent des petites découvertes qui sont faites. Le pic à bec ivoire pourrait rentrer dans cette liste si les gens s'amusaient pas à faire des photos en 3 pixels pour montrer qu'ils ont vu un oiseau alors qu'en fait, ils ont rien vu. Ouais, mais ça, c'est un autre problème. Ah, mais il y aurait tellement à dire sur le pic à bec ivoire, ce serait incroyable. C'est vraiment, c'est une mythologie à lui tout seul. Il a inventé. On peut faire un film, je pense, sur le pic à bec ivoire, tant il y a de rebondissements. On est niveau Bigfoot là, je pense. Hein. Ah ouais, non mais c'est incroyable. Et alors pour ceux qui savent pas, les gens sont capables d'inventer des photos, des preuves de photos en disant il y a un pic à bec ivoire, sauf que la photo est floue, on voit rien. Et les gens se demandent mais comment. Le pire c'est que c'est des vrais. C'est le premier signalement qui avait été fait en 2004 sur le pic à bec ivoire. C'est le président hein, ouais. alors je sais plus si c'est du Cornell Lab ou de la Audubon Society, qui est en gros 2 associations ornithologiques majeures aux États-Unis. Ouais. Le président qui avait fait ça. C'est dire la mythologie de l'oiseau. Enfin bref. Donc voilà, des oiseaux qu'on redécouvre de temps en temps, qu'on a l'occasion parfois de redécouvrir 10, 20, 30, 100 ans, 120 ans plus tard. Il y avait eu l'histoire de ce martin chasseur qui avait été découvert en 2015, je crois, par un naturaliste, Ouais. et qui l'avait tué. Ce qui lui avait causé d'ailleurs pas mal de problèmes. Mince. Parce que c'était le martin chasseur à lunettes. Qui était donc l'oiseau qui a été redécouvert. On n'avait pas vu depuis 120 ans. Et la principale chose qui a été faite par donc ce naturaliste, cet ornithologue, ça a été de le tuer pour le conserver dans les collections. Ah, ce qui est dramatique. Oh, alors que on pouvait poser une bague, on pouvait poser alors je pense qu'à l'époque ça se faisait quand même. Mais on pouvait poser des balises GPS, on pouvait faire plein de trucs. Et malheureusement, il l'avait en main en plus. Hein. C'est ça qui est incroyable. Hein. C'est que il l'avait en main et il l'a tué. Ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est ça qui est incroyable. Donc voilà un petit peu quelques listes de ces oiseaux que vous ne verrez peut-être jamais, parce que tout simplement ce sont les oiseaux les plus rares du monde à voir. Et c'est toujours très compliqué de les documenter, parce que quand on les voit, il faut confirmer évidemment qu'on les voit. Donc il faut une preuve photographique généralement, pour prouver justement qu'on a vu l'oiseau. Il faut que la photo soit bien prise, donc il faut être assez proche. Et trouver l'oiseau dans un secteur ne veut pas dire que l'oiseau se situe dans ce secteur, parce que ça peut être des oiseaux qui soient juste en transit ou autre. Ouais, donc c'est très 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 compliqué de déterminer avec précision la position de certaines espèces très très menacées. Et je pense que toi, dans le travail de conservation que tu fais, ça doit être quelque chose, alors peut-être pas à cette échelle-là, mais ça va être quelque chose qui doit être compliqué, non ? C'est assez compliqué, mais là en plus, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent des îles, finalement, dans cette liste que tu nous as donnée. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi... Absolument, il y a pas mal d'isolement insulaire, effectivement. C'est ça. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un lien avec le fait que, de base, il n'y a pas beaucoup de membres de cette espèce, de toute façon, sur une île ? Alors, en plus, avec ce qui se passe en ce moment au niveau du changement de notre monde actuel, est-ce que ça encouragerait pas la disparition plus rapide sur les îles de tous ces animaux, de toutes ces espèces ? C'est pas impossible. Il y a quelque chose que je dis assez souvent lorsque j'ai l'occasion de discuter d'oiseaux, pour que les gens comprennent un petit peu pourquoi les oiseaux ils disparaissent finalement, au niveau notamment des climats d'altitude.
Parce que les gens disent ouais mais les oiseaux si jamais il fait trop chaud ils peuvent partir plus haut, plus au nord ou plus au sud. Oui. Ça marche malheureusement pas comme ça. Quand on habite sur une île, ça marche pas comme ça, et ça marche encore moins comme ça lorsque vous êtes un oiseau d'altitude, parce que l'oiseau d'altitude, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter pour trouver un climat beaucoup plus froid. Le problème, c'est que la montagne, elle est pas infinie. Donc si ça se réchauffe trop, l'oiseau tout simplement, déjà il a plus de place parce qu'il est au sommet de la montagne, ce qui est problématique. Et deuxième chose, il peut plus s'accommoder au climat, tout simplement parce que il est arrivé en haut de la montagne et il est arrivé entre guillemets au point le plus bas, ou le point le plus froid, ou le point qui correspond le mieux à son environnement aujourd'hui. Et donc on a comme ça des oiseaux qui disparaissent, mais pas que des oiseaux, des animaux qui disparaissent. Donc c'est très très compliqué lorsqu'on a un changement relatif à un habitat, d'avoir de juste voir les oiseaux en disant ouais mais ils volent donc ils peuvent partir au nord, c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis après c'est un changement complet, c'est-à-dire que vous dites ouais les oiseaux peuvent migrer, mais ils vont migrer où? Parce que les écosystèmes sont généralement déjà occupés par d'autres espèces qui occupent des niches écologiques qui sont plus ou moins celles de ces espèces-là, même s'ils migrent. Donc ils peuvent pas vraiment s'installer dans des endroits, c'est pas vide, déjà occupé en quelque sorte. C'est ça. Donc même s'ils trouvent une zone, ça va pas se faire. Et puis moi un exemple que je prends très souvent, c'est celui de la pie-grièche écorcheur, où les gens se disent la pie-grièche en gros elle se pose sur un buisson et elle chasse autour de ce buisson. Alors c'est pas un buisson mais c'est une haie. Et elle chasse autour de cette haie les insectes. Sauf que si on met une route sur un bout d'endroit où chasser la pie-grièche, il lui reste beaucoup moins de nourriture. Donc forcément, moins de nourriture, ça veut dire moins de chances de réussir sa ponte. Enfin, moins de chances d'élever les jeunes. Ça veut dire moins de chances également de survivre, tout simplement. Oui. Donc voilà, c'est des oiseaux qui doivent se déplacer ailleurs. Et pourtant, on a juste installé une route. Ouais, mais vous voyez que installer une route, c'est préjudiciable pour cet oiseau parce que il a moins de ressources de nourriture et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc il va devoir trouver un nouvel environnement qui lui correspond. Ouais. Si jamais il trouve un environnement qui lui correspond. Si il en trouve. Parce que toujours compliqué. Trouver un nouveau territoire, c'est pas simple pour un oiseau, pour n'importe quel animal d'ailleurs, de toute façon. Oui, clairement. C'est pour ça qu'on a parfois des cohabitations assez marrantes entre certains oiseaux. Oui. Dans un même nid, on a rouge-gorge et mésange bleu. C'est la crise du logement, que voulez-vous? C'est ça, c'est exactement ça. Et elle touche tout le monde. Absolument, même nos amis à plumes. C'est terrible. Exactement. Je pense qu'on va du coup se quitter là-dessus. Allez. C'était un très bon épisode. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Pas du tout, juste à bientôt et merci d'avoir écouté ce podcast. Merci. Effectivement, merci à vous. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur Deezer, sur PodCloud. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, bien évidemment. Vous retrouverez le lien de l'étude dans la description. Moi, pas spécialement d'études à vous montrer. Généralement, il y a des études qui sont faites sur les redécouvertes d'oiseaux, mais j'en ai pas trouvé. Donc, je vais quand même continuer à creuser. Mais sinon, je vous passerai l'article de The Guardian qui est assez mastoc. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut à tous.